Ma femme a laissé ses amis se moquer de moi, elle a dit que j'étais en dessous de sa catégorie, alors je suis parti sans dire un mot, et ce qu'elle a vu des mois plus tard l'a laissé sans voix. Moi, un homme de 37 ans, j'ai défendu mon respect de moi-même, et j'ai divorcé de ma femme depuis 6 ans, Emma, une femme de 34 ans, parce qu'elle a laissé ses amis me manquer de respect. Elles se sont moquées de moi, et elle a regardé, le pire, c'est qu'elle a apprécié. Tout le monde autour de moi m'a critiqué, me traitant de fou et d'impulsif pour être allé aussi loin, pour une raison stupide. Peut-être que ça leur semble idiot, mais pour moi, le respect de soi est une affaire sérieuse. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. J'ai grandi avec 3 grands frères, dans une maison où le respect était primordial. Mon père était un sergent de l'armée à la retraite, qui nous a appris qu'un homme ne possède vraiment que sa parole, et son honneur, dans ce monde. Quand j'avais 10 ans, je me souviens que mon père m'a pris à part, après qu'un garçon à l'école m'a bousculé. Il ne m'a pas dit de me battre, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, Jacques, tu apprends aux gens comment te traiter. Si tu les laisses te piétiner une fois, ils le feront pour toujours. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'ai travaillé comme un fou pour en arriver là où je suis, je me suis payé l'université moi-même, en travaillant de nuit comme videur dans un bar louche du centre-ville. Je mesure 1,88 m, avec une carrure naturellement large, grâce aux gènes de mon père. J'étais parfait pour ce boulot. Gérer des ivrognes qui cherchaient la bagarre chaque week-end m'a beaucoup appris sur l'art de fixer des limites aux gens. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste débutant dans une société de conseil financier, puis j'ai trimé pendant 12 ans pour devenir conseiller principal. J'ai construit mon portefeuille client par pur acharnement, appel à froid, événements de réseautage, je restais tard quand tout le monde rentrait chez lui. Rien ne m'a été donné. J'ai tout bâti, à la sueur de mon front, avec de la détermination. Mes frères ont tous suivi des chemins différents. L'un est policier, un autre est militaire, comme papa, et l'aîné dirige sa propre entreprise de construction. Mais nous sommes tous faits du même bois, des gars directs, qui ne se laissent pas marcher dessus. C'est pour ça que ce qui s'est passé avec Emma m'a autant blessé. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris sur la manière dont un homme devait être traité, surtout par sa femme. J'ai rencontré Emma au mariage d'un ami commun. Elle était magnifique, une superbe brune avec des yeux verts éclatants qui arrêtaient la circulation. Bien au-dessus de ma catégorie, niveau apparence, mais nous avons immédiatement accroché. Elle était intelligente, travaillait comme responsable marketing pour une entreprise de cosmétiques, et semblait apprécier mon côté direct. Alors que d'autres hommes jouaient un rôle et faisaient semblant pour l'impressionner, moi, je lui ai dit exactement qui j'étais. 6 mois plus tard, je lui ai demandé sa main. La première année de mariage a été parfaite. Nous avons acheté une maison modeste, mais agréable, dans un bon quartier. Nous avons voyagé au Mexique et aux Bahamas, et parlé de fonder une famille dans un avenir proche. Puis j'ai rencontré ses amis de fac. Elle avait un groupe très proche d'amis de l'université. Dès le début, j'ai senti qu'elle ne m'aimait pas, mais j'ai balayé ça d'un revers de main, qu'importe ce que pensent les amis de ma femme. Elle n'était pas importante pour moi. Mais dès la première fois qu'elle m'a présenté à elle, dans ce brunch chic au centre-ville, j'ai ressenti cette ambiance glaciale. Elle faisait semblant d'être gentille, mais on voyait facilement à travers leur jeu. Le silence gênant et les regards de côté en disaient long. Alors Jacques, qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? L'une d'elles a demandé avec un sourire forcé. Je suis conseiller financier, ai-je répondu. Ah, intéressant, a-t-elle dit d'un ton qui signifiait clairement le contraire. Jean, tu aides les gens avec leur plan de retraite, et tout ça? Elle a pouffé de rire, comme si c'était le boulot le plus ennuyeux au monde. Entre autres choses, ai-je dit, en essayant de rester poli. J'aide des personnes fortunées à gérer leur portefeuille d'investissement, et à développer des stratégies de richesse à long terme. Ça a l'air technique, a ajouté une autre, avant de se tourner immédiatement vers Emma, tu te souviens de ce gars avec qui Alicia est sortie l'année dernière? Celui qui gérait un fonds spéculatif? Comment s'appelait-il déjà? Et juste comme ça, j'étais exclu de la conversation. Emma n'a même pas remarqué, ou si elle l'a fait, elle s'en fichait. Au début, j'ai laissé passer, pensant que je me faisais des idées, ou peut-être qu'elles avaient besoin de temps pour m'apprécier. Mais c'étaient ces petits signes qui disaient tout haut que je n'étais pas le bienvenu. Elles m'interrompaient dans les conversations et changeaient de sujet. Si je faisais une blague, elles échangeaient des regards et ricanaient. Elles faisaient des blagues internes à mes dépens, des blagues qu'Emma ne prenait jamais la peine de m'expliquer. Une fois, l'une d'elles a carrément demandé à Emma, juste devant moi, comment tu t'es retrouvée avec lui. Emma a juste ri et a dit, il finit par te plaire. Comme si j'étais une sorte de champignon. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire, et elles ont changé de sujet.
Je me sentais, comme un étranger, dans ma propre relation. Le pire? Elle ne m'a jamais défendu, pas une seule fois. Plus tard, quand j'ai confronté Emma dans la voiture sur le chemin du retour, elle a balayé ça comme une blague. Elle m'avait accusé d'être trop sensible, en levant les yeux au ciel. Elle prétendait que ses amis étaient comme ça avec tout le monde, qu'elle taquinait sans méchanceté. Mais je lui avais répondu, un peu blessé, que leur attitude à mon égard avait été glaciale, comme si je n'existais même pas. Elle avait balayé mes propos, affirmant qu'elle plaisantait simplement et qu'il ne fallait pas tout prendre au pied de la lettre. Pourtant, ce malaise ne me quittait pas. Je sentais confusément qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Peu à peu, j'avais cessé de l'accompagner lors de ses sorties entre amis. J'invoquais le travail ou le besoin d'aller à la salle de sport. Mais il arrivait que ses amis viennent chez nous, pour des soirées autour d'un verre, ou avant de sortir en boîte. Dans ces moments-là, je ne pouvais pas les éviter. Je me contentais de quelques politesses, sans jamais vraiment converser. Leur simple présence suffisait à me troubler. À de nombreuses reprises, j'avais demandé à Emma pourquoi ses amies étaient si froides avec moi. La plupart du temps, elle éludait la question. Mais un soir, après avoir un peu trop bu, elle m'avait avoué, à demi-mot, que ses amis pensaient qu'elle méritait mieux. Que je n'étais pas assez ambitieux, ni assez bien entouré. Qu'à leurs yeux, elle se contentait d'un homme qui n'avait pas les connexions sociales nécessaires. Mes amis me voient comme une femme intelligente, confiante, m'avait-elle dit. Elle s'attendait à ce que j'épouse un PDG ou un haut dirigeant. Je me souviens être resté figé, abasourdi, tandis qu'elle continuait à parler, comme si ses paroles ne me blessaient pas profondément. Elle avait ajouté que Vanessa, notamment, trouvait qu'elle aurait pu viser bien plus haut. Que son mari gagnait des millions, qu'il venait d'acheter une maison dans les Hamptons. Puis elle s'était interrompue, en croisant mon regard, réalisant enfin ce qu'elle venait de laisser entendre. J'avais alors osé lui demander pourquoi elle m'avait épousé. Pensait-elle la même chose? Elle s'était aussitôt rétractée, les yeux écarquillés, consciente qu'elle avait franchi une ligne. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je pense. Je te dis simplement ce qu'elles disent. Moi, je t'ai épousé parce que je t'aime. Je me fiche de toutes ces considérations superficielles. Elle m'avait assuré qu'elle m'aimait vraiment, qu'elle était heureuse et satisfaite de notre vie. Et j'avais voulu la croire. Mais, malgré moi, le doute s'était insinué. C'était, à vrai dire, le seul point d'ombre dans notre mariage. En dehors de cela, notre vie était belle. Je rentrais du travail, je faisais une séance dans la salle de sport que j'avais aménagée dans notre garage. Garder la forme avait toujours été important pour moi et puis nous passions du temps ensemble. Le week-end, nous partions en randonnée ou découvrions de nouveaux restaurants. Nous ne nous disputions jamais violemment, sauf quand ses amis étaient en cause. J'avais remarqué qu'elle changeait en leur présence. Elle, d'ordinaire douce et attentionnée, devenait brusque, mordante, presque méprisante. C'était comme si elle cherchait à se conformer au ton de son groupe. Et toutes ses amies semblaient partager ce même tempérament acerbe. J'essayais de comprendre, chacun a besoin de se sentir accepté, intégré. Mais à quel prix? Le point de rupture est survenu il y a environ 5 mois. Son ordinateur portable était tombé en panne, et elle avait utilisé le mien pendant quelque temps. Elle s'était connectée à WhatsApp sur mon ordinateur, mais avait oublié de se déconnecter. Quelques jours plus tard, en ouvrant l'application, j'avais vu que son compte était toujours actif. J'étais sur le point de la fermer lorsque les messages ont commencé à se synchroniser. Il y en avait des centaines, et comme vous le savez, il est impossible d'arrêter la synchronisation une fois lancée. Mon intention était de me déconnecter, mais mon nom est apparu plusieurs fois dans une discussion de groupe. J'ai vu, à travers l'aperçu, que cela me concernait directement. La curiosité l'a emporté. J'ai cliqué. Ce que j'ai lu m'a laissé un goût amer que je ressens encore aujourd'hui. C'était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Emma ne se contentait pas de tolérer les remarques blessantes de ses amis. Elle y participait, parfois même avec enthousiasme. Le groupe s'appelait « Boss Babes ». Elles étaient 5, dont Emma. Elles échangeaient quotidiennement, mêlant ragots professionnels et anecdotes personnelles. J'ai fait défiler les messages pour mieux comprendre le contexte, et plus je lisais, plus j'étais écœuré. Vanessa, encore elle, se montrait particulièrement cruelle. Elle avait épousé un gestionnaire de fonds spéculatifs l'année précédente, et ne cessait de se vanter de sa fortune et de ses cadeaux. Son mari, beau, athlétique, continuait à aller à la salle de sport malgré un emploi soi-disant très prenant. Elle envoyait régulièrement des photos de leur couple au groupe, souvent prises sur des yachts ou dans des lieux luxueux. Ensuite, elle interpellait Emma directement,
lui demandant ce que j'avais fait pour son anniversaire, ou où je comptais l'emmener pour les fêtes. C'était déjà difficile à lire, mais les réponses d'Emma furent bien plus douloureuses. Malgré le nœud dans la gorge, j'ai continué à faire défiler. Vanessa venait de rentrer de Maui. Elle écrivait, « Kevin m'a fait la surprise pour notre anniversaire. » Photo à l'appui, elle en maillot de bain, sur un yacht, aux côtés de son mari. Emma avait répondu, « Oh là là, je suis jalouse. Ça a l'air magnifique. » Puis Vanessa avait demandé, « Et Jacques, il t'a offert quoi pour ton anniversaire le mois dernier? Il t'a enfin emmené dans ce restaurant dont tu parles depuis des semaines ?» Emma avait écrit, « Non, il m'a offert des fleurs et a cuisiné le dîner. » C'était gentil, je suppose. Vanessa avait alors conclu, « Des fleurs, et un dîner maison. Rien d'autre ?» Puis une autre amie s'en est mêlée. « Stéphanie, je te jure, parfois je me demande ce que tu avais bien en tête quand tu as décidé de l'épouser. » Emma avait répondu, « Je me le demande aussi. » Cette phrase m'a donné l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. C'était ma femme, la femme qui, la veille au soir encore, s'était blottie contre moi sur le canapé, celle qui m'avait murmuré qu'elle m'aimait avant que nous nous endormions. La conversation avait continué. Ashley avait ajouté, « Il est tellement ennuyeux. Il ne te surprend même pas avec des week-ends improvisés, comme Kevin le fait pour Vanessa. » Et Emma de répondre, « Ah, Vanessa, tu mérites quelqu'un à ta hauteur, quelqu'un de brillant, d'enthousiasmant, pas monsieur le conseiller financier, pour qui une soirée folle se résume à tester une nouvelle IPA dans la brasserie du quartier. » Une autre avait commenté, « Hilar, Emma, arrête. » Et tout avait enchaîné dans les rires, se moquant de moi comme si j'étais un imbécile qui ne comprenait rien. Ce qui m'a le plus blessé, c'était de voir à quel point Emma participait avec aisance. Dans certains messages, elle me défendait un peu, lançant par exemple, « Il est très bon avec l'argent, quand même », ou bien, « Il est attentionné, à sa manière. » Mais cela sonnait comme si elle parlait d'un animal de compagnie, pas de son mari. L'une d'entre elles avait même suggéré qu'elle trouve quelqu'un d'autre, un homme plus palpitant. Et la réponse d'Emma avait été, bien sûr, accompagnée d'un clin d'œil. J'avais la nausée. Je tremblais. Ce n'était pas seulement des potins méchants. C'était cruel. J'ai exporté l'ensemble de la conversation dans ma boîte mail et l'ai enregistrée sur mon ordinateur portable. Je n'ai jamais été du genre à me laisser marcher dessus. Que ce soit à la salle de sport, au travail, ou ailleurs, j'ai toujours su tenir ma position. Et pourtant, voilà que je laissais ma propre femme et ses amis me traiter comme si je ne valais rien. Plus maintenant. J'ai continué à creuser, à la recherche d'une preuve qu'elle aurait pu me tromper. Rien de concret n'est ressorti. Mais à plusieurs reprises, elle discutait d'hommes séduisants, collègues ou connaissances. Assez pour faire naître une paranoïa persistante. Est-ce qu'elle ne faisait que parler? Oui, avait-il eu plus? Je ne me suis pas emporté. Je suis simplement resté là, à digérer tout ça. Le choc m'a frappé de plein fouet. La femme que j'aimais, celle avec qui j'avais construit une vie, se moquait de moi dans mon dos, depuis des années. Et moi, comme un idiot, je croyais que notre mariage était solide. J'ai fouillé sa boîte mail, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Même dans ses échanges avec sa mère, rien d'anormal. Au contraire, elle décrivait notre mariage comme parfait. Je me suis alors demandé, quelle version était le mensonge? Quand elle est rentrée ce soir-là, j'étais assis dans le salon, l'ordinateur portable ouvert sur la table basse. Elle est entrée en souriant, a posé son sac sur le comptoir, puis s'est penchée pour m'embrasser, comme si de rien n'était. J'ai tourné la tête. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle demandé aussitôt, sentant la tension. Je lui ai simplement désigné l'écran. « Tu as oublié de te déconnecter de WhatsApp sur mon ordinateur. » Elle s'est figée, puis a paniqué, le visage blême. Elle a compris. « Jacques, tu as lu jusqu'où ?»« Assez », ai-je murmuré. « Assez pour savoir ce que toi et tes amis pensaient vraiment de moi. » Elle a tenté de renverser la situation, m'accusant d'avoir violé sa vie privée, d'avoir fouillé dans ses messages, comme si c'était là le vrai problème. Comme si l'atteinte à sa confidentialité était le crime, et non la moquerie absolue de notre mariage. « Tu es sérieuse, là ?» ai-je lancé, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. « Tu t'inquiètes pour ta vie privée? Et ma dignité? Et notre mariage? Tu trouves ça normal de parler de ton mari comme ça ?» Elle a rétorqué que ce n'était que des discussions entre filles, que tout le monde se plaint un peu de son partenaire de temps en temps, que cela ne voulait rien dire. Je lui ai dit clairement, « Tu ne t'es pas déconnecté. » Et franchement, tant mieux. Au moins maintenant, je connais la vérité, ce que tu penses vraiment de moi. Elle s'est défendue, affirmant qu'elle n'avait rien dit de mal à mon sujet,
et m'a même défié de lui montrer un passage où elle m'avait insulté. Tu n'as peut-être rien dit de frontal, mais tu ne les as pas arrêtés non plus. Tu riais avec elle. Tu approuvais. Dis-moi, Emma, si quelqu'un parlait ainsi de ton mari, ne serait-ce pas ton premier réflexe de le défendre? Pas de participer? La situation a explosé. J'étais furieux. Elle aussi, dans une posture défensive, répétait que ses amis étaient juste drôles, qu'elles exagéraient tout, qu'elles disaient ce genre de choses sur tout le monde, et que je n'étais pas une exception. Donc ça rend la chose acceptable, ai-je demandé, incrédule. Puisque tout le monde s'en prend à tout le monde, je devrais l'accepter? C'est ça, ta défense? J'ai ajouté, je me fiche de ce que tes amis disent ou font. Toi, tu es ma femme. C'était à toi de me défendre. Mais tu as ri avec elle. Tu as pris part à leur moquerie. Elle a essayé de se défendre, elle et ses amis, mais j'ai été clair et direct, c'est elle ou moi. Soit tu les coupes de ta vie, tout de suite, au téléphone, devant moi, soit c'est terminé. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Ce sont mes meilleurs amis, je les connais depuis plus de 10 ans. Et moi je suis ton mari, l'homme à qui tu as promis amour et respect. Choisis. Elle a hésité. Elle a vraiment hésité. Puis elle a tenté de résister, allons, tu sais bien qu'elle plaisante. Tu prends tout trop à cœur. On peut régler ça, je leur parlerai, je leur dirai de se calmer un peu. J'ai répondu que cela ne suffisait pas, je veux qu'elles sortent complètement de nos vies. Elles sont toxiques, elles empoisonnent notre mariage. Ce n'est pas juste, a-t-elle répliqué. Tu ne peux pas m'ordonner de couper les ponts avec mes amis. C'est du contrôle, ça. Ce n'est pas du contrôle que d'attendre de ma femme qu'elle ne participe pas à mon humiliation dans mon dos. Je ne te dis pas ce que tu dois faire. Je te dis ce que moi, je tolérerai ou non dans mon mariage. Le choix t'appartient. Elle m'a fixé longuement, puis a fini par dire, je ne peux pas les couper de ma vie. Ce n'est pas raisonnable. Très bien, ai-je répondu. Tu as fait ton choix. À moi de faire le mien. J'y mets un terme. Elle s'est emportée, tu vas vraiment mettre fin à notre relation à cause de quelques messages? Pour des raisons aussi ridicules? Tu jettes 6 ans de mariage à la poubelle pour ça? Ce n'est pas une question de messages ni de détails futiles. C'est une question de respect de soi. En tant que mon épouse, ton rôle est de protéger mon honneur. Et tu as échoué. J'étais encore prêt à lui laisser une chance de réparer les choses. Il lui suffisait de couper les liens avec ses amis. À quoi bon garder des personnes aussi cruelles dans sa vie, qui ne font que te rabaisser et te faire sentir insignifiant? Elle ne comprenait pas. Au cours des jours suivants, les disputes ont continué. Elle oscillait entre colère défensive et excuses en larmes. Elle me promettait qu'elle ferait mieux, qu'elle me défendrait davantage, qu'elle limiterait son temps passé avec elle. Mais elle refusait de faire le pas que j'attendais, les rayer complètement de notre vie. Elle s'excusait en leur nom, promettait qu'elle les remettrait à leur place à l'avenir. Je lui disais, ça ne sert à rien. Je ne veux pas d'excuses. Je veux que tu les coupes maintenant. Si tu ne peux pas, alors je pars. Elle persistait, elles ne sont pas si mauvaises. Tu ne vois que les pires moments. Elles peuvent aussi être très présentes. Présentes pourquoi? Saboter ton mariage? Te faire croire que tu t'es contenté de moi? T'encourager à me tromper? C'était juste une blague. Je ne te tromperai jamais. Mais tu plaisantes là-dessus avec elle. Tu nourris l'idée. Où est le respect, dans tout ça? Après de nombreux allers-retours, cris et disputes, elle a finalement dit avec fermeté qu'elle ne pouvait pas couper les ponts avec ses amis. Elles étaient dans ma vie avant toi, et je ne peux pas les perdre à cause de toi. Ces mots m'ont tout dit sur l'ordre de ses priorités. J'ai attrapé ma veste et dit, très bien. Dans ce cas, je ne peux pas continuer à vivre avec toi. Fin de la discussion. Elle a essayé de me retenir, mais je suis parti en claquant la porte. J'ai passé la nuit à l'hôtel, j'avais juste besoin d'espace pour réfléchir. Les jours suivants, je lui ai dit qu'on devait commencer à vivre séparément. Soit elle quittait la maison, soit c'était moi. Elle a résisté un temps, mais quand elle a compris que je ne reviendrais pas sur ma décision, elle a changé de ton, réfléchis bien, je suis largement au-dessus de ton niveau. Tu ne seras peut-être pas aussi chanceux la prochaine fois. J'ai ri de ces paroles. Tellement arrogante. Une fois que j'aurai dit oui au divorce, je ne reviendrai pas en arrière, même si tu viens ramper à genoux. J'ai laissé échapper un rire amer et répondu, très bien. Son vrai visage était enfin apparu. Le masque était tombé.
Était-ce cette femme-là que j'avais épousée? Ou bien l'avait-elle toujours été, et je n'avais pas voulu le voir? Elle a fait ses valises et est partie. Nous sommes en train de traverser la période de séparation obligatoire avant de pouvoir entamer le processus de divorce. En France, il y a un délai d'attente de 6 mois, et cela me ronge. Je compte les jours. Nous avons divisé les biens à parts égales, 50-50, et mis la maison en vente. Heureusement, nous n'avons pas d'enfants, donc pas de bataille pour la garde. Mais même sans cela, la situation est chaotique. Et en plus, tout le monde autour de moi me traite d'impulsif, de trop sensible. On minimise mes sentiments, on dit que j'ai tout exagéré, que cela aurait pu se régler avec une simple thérapie de couple. La thérapie, mon œil. Ma mère m'a appelé, inquiète, Jacques, mon chéri, le mariage, c'est du travail. Tous les couples traversent des périodes difficiles. Maman, ce n'est pas juste une mauvaise passe. Elle ne me respecte pas, fondamentalement. Tu serais resté avec papa si tu l'avais entendu rire pendant que ses amis se moquaient de toi. Le divorce est presque finalisé. La période d'attente a été éprouvante. Elle faisait bonne figure, prétendant que c'était moi le perdant, qu'elle menait sa meilleure vie. Mais soudain, elle a essayé de me manipuler, en utilisant mes parents et mes amis. Vous voyez, je suis quelqu'un de discret. Je ne rends pas ma vie publique. Je n'ai parlé à personne de notre divorce. Mais elle l'a fait. Délibérément. Elle a glissé l'information à mes parents, à mes amis, et leur a raconté une version déformée des faits. Elle m'a fait passer pour un mari paranoïaque, qui avait espionné sa femme et mal interprété quelques blagues inoffensives entre copines. Mon père est même venu me voir, espérant me raisonner. Il m'a fait asseoir, et m'a expliqué que les femmes comptaient souvent sur leur cercle d'amis proches comme un espace sûr, un endroit où elles pouvaient se confier. Et que je ne devais pas être si inquiet pour ça. Jacques, je suis marié à ta mère depuis 40 ans. Tu crois qu'elle ne se plaint jamais de moi à ses amis? C'est comme ça, les femmes. Papa, ce que j'ai vu, ce n'était pas de simples confidences. Ce n'était pas normal. Laisse-moi te montrer, a-t-il dit. Il pensait que j'agissais de manière impulsive et que je détruisais un mariage pour ce qu'il croyait n'être que de simples commérages sans importance. Je l'ai laissé parler, puis, sans un mot, j'ai ouvert mon ordinateur portable et lui ai montré les messages. Dès qu'il a commencé à lire, son expression a changé. J'ai vu son visage passer du scepticisme au choc, puis à la colère. Il était complètement sans voix. Il voyait de ses propres yeux que ce n'était pas juste des plaisanteries légères, mais bien des moqueries franches, des insultes pures et non filtrées. Emma ne se contentait pas de les tolérer, elle les encourageait activement. Après un long silence, il a simplement compris. Il ne s'est pas excusé ouvertement, mais la manière dont il m'a tapé sur l'épaule et a dit « Fais ce que tu dois faire, mon fils », m'a fait comprendre que mon silence faisait de moi le fautif. « Je vous ai élevé, toi et tes frères, à défendre votre dignité », a-t-il ajouté. « Je serais déçu que tu restes dans une situation pareille. » Ces mots ont tout représenté pour moi. Mon père avait toujours été mon modèle, l'image de ce qu'un homme devait être, fort, juste, fidèle à ses principes. Quand elle a annoncé notre divorce, mes parents et quelques amis proches ont essayé de me faire changer d'avis. Mais je n'ai pas cherché à me justifier, et la plupart ont naturellement cru à sa version des faits. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à vendre la maison à un bon prix. Le marché était en plein essor et nous avons réalisé un bénéfice correct. Nous avons partagé les biens équitablement. À ma surprise, elle n'a pas contesté cette répartition. Sa fierté le lui interdisait. Et moi, j'étais plus que satisfait, car je voulais que tout cela se termine le plus vite possible. Elle avait emménagé chez une de ses amies et n'a pas perdu de temps pour afficher une vie soi-disant libre et excitante sur les réseaux sociaux. Ses publications étaient inondées de photos et de vidéos où elle faisait la fête, voyageait, vivait sa meilleure vie. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle voulait que je voie ça, que je ressente une perte, que je me dise que j'avais laissé filer quelque chose d'irremplaçable. Elle cherchait à me rendre jaloux. Un soir, après quelques verres, mon ami Marc m'a montré son compte Instagram. Elle était dans un bar sur un toit à Manhattan, un cocktail à la main, entourée d'hommes en costume hors de prix. Elle essaie vraiment de te montrer ce que tu rates, hein, a commenté Marc. J'ai observé la photo un moment. Autrefois, cela m'aurait peut-être blessé. Mais là, je n'ai ressenti que de la pitié. Son sourire forcé, sa pose calculée, son besoin désespéré de validation, tout cela me paraissait d'une transparence affligeante. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit à Marc. Elle a l'air malheureuse. Au lieu de sombrer, j'ai choisi d'avancer.
J'ai redirigé toute mon énergie vers ma reconstruction. Je me suis mis à la salle avec plus d'intensité que jamais, passant de 22% de masse grasse à 14% en quelques mois. Je ne me contentais pas d'avoir meilleure apparence. Je me sentais plus fort, plus confiant, plus maître de ma vie. J'ai aussi lancé un projet professionnel qui me tenait à cœur depuis des années, une activité de conseil en nutrition sportive. Sans influence toxique pour me retenir, je me suis certifié comme spécialiste en nutrition sportive, et j'ai utilisé mon expérience en finance pour créer des plans de bien-être complets, mêlant santé physique et stabilité financière. Une approche unique qui a tout de suite séduit mes clients. Je suis plus concentré et productif que jamais. Je passe mes journées au travail, je transpire à la salle, puis je rentre chez moi pour développer mon activité. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de vivre pour moi, et non pour répondre aux attentes d'une autre personne. Elle ne supportait pas de me voir aussi épanoui sans elle. Alors elle a recommencé à s'immiscer dans ma vie. En réalité, Emma et moi étions en plein parcours de fécondation in vitro juste avant que tout s'écroule. Nous avions essayé naturellement pendant quelques années, sans succès, et venions de commencer le parcours médical. Compte tenu des circonstances, j'ai décidé de me retirer du processus, expliquant clairement que je ne consentais plus à avoir un enfant avec elle. Simple et équitable, non. Elle ne l'a pas accepté. Elle a eu cette demande totalement tordue, que je la laisse avoir un enfant de moi, malgré notre séparation. Quoi? J'ai dit non. Toute personne saine d'esprit aurait compris. Mais elle s'est sentie légitime. Elle a commencé à m'envoyer des messages, de longs paragraphes pleins d'émotions. Puis vinrent les appels. Je ne l'avais pas encore bloquée, pensant qu'on aurait besoin de communiquer pour le divorce, et jusqu'à présent, elle coopérait. Jacques, s'il te plaît, on a déjà parcouru une bonne partie du processus. Le médecin dit que mes ovules sont parfaits, on a une vraie chance. Ne me prive pas de ça. Emma, on est en train de divorcer. Pourquoi voudrions-nous faire un enfant dans cette situation? Parce que je n'ai plus le temps. Tu sais combien c'est dur de tout recommencer à mon âge. Trouver quelqu'un, construire une relation, se remarier, puis tenter d'avoir un bébé. Je risque de rater complètement ma fenêtre. Sa panique était réelle, mais ma décision l'était tout autant. Je ne voulais pas créer un lien à vie avec une personne qui avait trahi ma confiance aussi profondément. Quand j'ai cessé de répondre aux messages et aux appels, elle s'est présentée chez moi. Elle avait l'air épuisée, les yeux gonflés par les larmes, bien loin de l'image de l'amour qu'elle montrait en ligne. Elle a supplié, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je n'ai même pas besoin que tu sois impliqué. Laisse-moi juste avoir ce bébé. Je l'élèverai seul. Tu n'auras rien à faire. J'ai répondu, je suis soulagé qu'on n'ait pas eu d'enfant ensemble. La séparation aurait été bien plus difficile. Là, c'est simple. Et tu veux compliquer ça en mettant un enfant au milieu? Je ne l'autoriserai pas, elle insistait encore, mais j'ai dit fermement, c'est terminé. Je ne veux plus aucun lien avec toi, maintenant ni dans l'avenir. Elle s'est accrochée à ma manche, les larmes coulant sur son visage. Elle implorait, je sais qu'on n'a pas marché, tous les deux. Mais ça, c'est différent. C'est mon rêve. J'ai toujours voulu être mère. Ne me l'enlève pas, elle était désespérée. Mais je suis resté de marbre. Et j'ai dit, tu me demandes de faire venir un enfant au monde dans une relation brisée. Je ne le ferai pas. Je refuse de créer un enfant qui me lierait à toi pour le restant de mes jours. Elle a éclaté en sanglots, et a fait toutes sortes de promesses irréalistes. Je signerai tout ce que tu veux. Pas de pension alimentaire. Pas d'implication. Tu n'auras même pas à le voir. Je veux juste ça. J'ai secoué la tête. Ma décision est définitive. J'ai déjà informé la clinique de détruire mon échantillon. Il n'y a plus rien à discuter. Je me souviens de son regard, un mélange de désespoir, de colère et d'incrédulité. Elle n'arrivait pas à croire que je puisse lui refuser quelque chose qu'elle désirait tant. Mais c'est là que résidait toute la différence entre elle et moi. Elle ne pensait qu'à elle. Moi, je pensais à cet enfant potentiel, qui serait né dans une situation fracturée. Elle m'a regardé longuement, cherchant dans mon visage le moindre signe de faiblesse. Mais je suis resté ferme, et elle a fini par partir, essuyant ses larmes. Quelques jours plus tard, ses parents m'ont contacté avec les mêmes demandes. Ils m'ont assuré que je n'aurais aucune responsabilité, qu'elle signerait un document officiel stipulant qu'elle ne demanderait aucune pension. Mais ma réponse est restée la même, absolument pas. Je ne voulais plus aucun lien avec elle, et certainement pas à travers un enfant. C'est la dernière ligne droite avant que le divorce soit officiellement prononcé. Je vois la ligne d'arrivée,
et je compte les jours. Cela fait un moment maintenant, et ma vie a explosé, dans le meilleur sens possible. Après tout ce qui s'est passé, je me suis plongé à fond dans mon activité, et cela a porté ses fruits au-delà de toutes mes espérances. J'avais lancé mon cabinet de conseil en nutrition sportive comme une activité secondaire, principalement destinée aux sportifs amateurs, et aujourd'hui, c'est devenu une entreprise à part entière, avec 5 employés. J'ai élargi mes services, programmes personnalisés de remise en forme, techniques de récupération, et même une gamme de compléments alimentaires haut de gamme, qui a été présentée dans Men SLC Sport Illustrated. J'ai réussi à faire grandir cette activité bien au-delà de ce que j'imaginais, et maintenant, je la dirige à temps plein. J'ai quitté mon poste de conseiller financier il y a 1 an, et je n'ai jamais regardé en arrière. La transition n'a pas été facile, beaucoup de nuits tardives, d'incertitudes, de pression financière pendant la construction de l'entreprise. Mais contrairement à mon mariage, ce stress avait un sens. Chaque obstacle surmonté me rendait plus fort et me rapprochait de mes objectifs. Je me souviens du jour où j'ai signé avec mon tout premier client sportif professionnel, un linebacker d'une équipe NFL, en convalescence après une opération du genou. Il avait tout essayé pour revenir au top de sa forme, sans succès. Mon programme l'a remis sur le terrain avec 3 semaines d'avance sur le calendrier. Après cela, les recommandations ont afflué. Emma a tout observé. Je ne l'ai jamais bloquée sur les réseaux sociaux, même si je ne la suis pas non plus. Mais je sais avec certitude qu'elle consulte mon profil de temps en temps, je vois ses likes sur mes publications de réussite professionnelle ou de progrès à la salle. Parfois, elle laisse même un commentaire bref, « Félicitations, tu es en forme ». Je ne réponds jamais. Je ne publie pas souvent, mais quand je le fais, c'est uniquement pour parler de mon activité ou de mes accomplissements physiques, rien d'autre. Mon frère l'a remarqué aussi. « Mec, ton ex-femme te suit de près sur Instagram », m'a-t-il dit un jour autour d'une bière. Sa femme, Megan, suit Emma, et elle lui a dit qu'Emma me mentionnait parfois dans ses stories, essayant de faire croire qu'on était toujours en bons termes. On ne l'est pas, ai-je simplement répondu. Oui, Megan le sait. Elle trouve juste ça pathétique qu'Emma essaie maintenant de s'associer à ton succès. Récemment, j'ai parlé avec une amie commune, qui m'a avoué qu'Emma me mentionnait beaucoup plus souvent qu'elle ne voulait bien l'admettre. La même femme qui, avec arrogance, m'avait dit que je ne trouverais jamais quelqu'un comme elle, que j'avais eu de la chance de la voir, est maintenant en train d'épier chacun de mes mouvements en silence. Elle demande toujours de tes nouvelles quand on parle, m'a confié cette amie. Elle veut savoir si tu vois quelqu'un, si ton entreprise marche bien, si tu la mentionnes. Honnêtement, ça devient bizarre. Pendant la période d'attente, et même quelques mois après le divorce, elle continuait à publier des images d'une vie sociale joyeuse et colorée. Mais peu à peu, le ton a changé. Sa vie est loin d'être parfaite. Elle a profité de sa liberté pendant un temps, mais elle a fini par se sentir seule. Toutes ses amies se sont fiancées, mariées, ont priorisé leur vie personnelle. L'amie chez qui elle avait emménagé après notre séparation s'est elle aussi fiancée, et lui a demandé de partir. Elle m'avait choisi, puis m'avait remplacé par ses amis, et à la fin, ce sont ses âmes sœurs qui l'ont laissé derrière. Les photos joyeuses avec ses soi-disant meilleurs amis ont disparu. À la place, elle publie maintenant des stories énigmatiques sur les faux amis et les pommes pourries qui gâchent tout le panier. Même Vanessa, son amie mariée à un gestionnaire de fonds spéculatifs, eh bien, il s'est avéré qu'il la trompait avec son assistante. Scandale public, divorce, drame complet. Vanessa est retournée vivre dans sa ville natale, couverte de honte. Le karma, hein. J'ai entendu dire qu'Emma avait tenté de reprendre contact avec Vanessa après ça, pensant qu'elle pourrait se rapprocher autour de leur expérience commune du divorce. Mais Vanessa était trop absorbée par ses propres problèmes pour se soucier d'Emma. Le groupe Boss Babes a apparemment complètement explosé quand l'une des femmes a accusé Stéphanie d'avoir couché avec son mari. Le cercle toxique s'est effondré sous le poids de son propre chaos. Le meilleur moment, c'est quand l'amie commune a laissé échapper à Emma que je fréquentais une autre femme. Et c'est vrai. J'ai retrouvé l'amour. Elle s'appelle Olivia. Ancienne joueuse professionnelle de volley-ball devenue kinésithérapeute. Elle a 32 ans, mesure 1m78, sportive au possible, avec un sourire incroyable qui illumine une pièce. C'est ma partenaire professionnelle. Elle est intelligente, indépendante, ambitieuse. Nous nous sommes rencontrés par le travail, lorsqu'elle m'a contacté pour collaborer sur des protocoles de récupération pour les athlètes. Cela a commencé de manière professionnelle, puis a naturellement évolué vers quelque chose de profond et authentique. Elle n'a rien à voir avec Emma, et c'est justement ce qui me plaît. Pas de jeu psychologique, pas de sarcasmes humiliants, pas de rire cruel à mes dépens. Elle me respecte,
me soutient, et surtout, elle me valorise pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui offrir ou comment je me compare à un mari riche. Avec Olivia, tout est vrai. Quand elle me fait un compliment, je sais qu'il est sincère. Quand on n'est pas d'accord, on en parle calmement, sans comportement passif-agressif, sans aller se plaindre à ses amis dans mon dos. Elle a emménagé chez moi il y a 3 mois, et tout se passe à merveille. On s'entraîne ensemble, on travaille ensemble, on se pousse mutuellement à donner le meilleur de nous-mêmes. Elle comprend ma détermination parce qu'elle partage la même. Le mois dernier, nous avons ouvert ensemble un petit centre de performance au centre-ville, en combinant nos expertises dans une approche holistique du développement athlétique. L'endroit est plein depuis le premier jour. Quand Emma l'a appris, elle a perdu les pédales. Elle s'est présentée à ma salle de sport sans prévenir, alors que j'étais en plein entraînement avec un client, et elle m'a demandé quelques minutes.